Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Retour sur l'opération Goût de France qui a rassemblé le 19 mars dernier 1500 chefs français aux quatre coins du monde pour célébrer la gastronomie française. Pour l'occasion, nous vous emmènerons en exclusivité dans les cuisines de la résidence des Pins à Beyrouth. Portrait d'une jeune activiste syrienne réfugiée en France. Aya est menacée de mort par les djihadistes du groupe État islamique après avoir filmé en caméra cachée la vie dans leur bastion de Raqqa. En Thaïlande, l'ancienne première ministre Yingluck Shinawatra est désormais interdite de politique. Elle sera jugée le 19 mai pour négligence et risque 10 ans de prison. Depuis plusieurs années, Boko Haram sème la terreur au Nigeria, mais aussi au Cameroun et au Tchad. Nous suivrons les forces tchadiennes dans leur combat contre les islamistes. Nous irons ensuite en balade dans le petit train rouge du Mont-en-Vert qui relie la vallée de Chamonix à la mer de glace, un glacier alpin qui attire les voyageurs depuis le XVIe siècle. Comment lutter contre le sentiment d'exclusion que ressentent les jeunes de certains quartiers des villes de France? Cela pourrait désormais passer par le rugby, présenté comme facteur d'intégration. C'est une première culinaire qui s'est tenue le mois dernier. L'opération Goût de France a rassemblé près de 1500 chefs cuisiniers à travers les 5 continents pour rendre hommage à la gastronomie française. Une initiative du Quai d'Orsay pour faire découvrir la cuisine tricolore au grand public, avec des dîners placés sous le signe du partage et de la convivialité. À Beyrouth, ce rendez-vous gastronomique a réuni 7 des meilleures tables de la capitale libanaise, mais aussi la résidence des Pins où l'ambassadeur de France au Liban a reçu une trentaine de convives pour l'occasion. Nous vous emmènerons d'abord dans les cuisines diplomatiques pour déguster le menu concocté par son chef avant d'entamer une tournée en compagnie de Patrice Paoli à la découverte des restaurants participants. Sébastien Pichereau et son équipe s'affairent avant l'arrivée des convives pour un dîner exceptionnel. Ce soir, l'ambassade de France au Liban participe à l'opération Goût de France. Une première culinaire d'envergure internationale, 1500 établissements et autant de chefs au fourneau célèbrent la gastronomie française aux 4 coins du monde. Une initiative du Quai d'Orsay qui a fait de la cuisine tricolore une affaire d'État. C'est le ministère des Affaires étrangères et aussi du développement international, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à une diplomatie globale qui essaye de mettre en œuvre toutes les facettes possibles, tous les moyens possibles d'une diplomatie. C'est-à-dire non seulement la traditionnelle diplomatie, la culture, l'économie, mais aussi la gastronomie au service de la diplomatie. Et donc l'idée est venue donc, de célébrer cette grande fête de la gastronomie française dans le monde entier. Donc il était exclu que le Liban n'en fasse pas partie, surtout quand on connaît la qualité des relations entre les Français et les Libanais, y compris dans le domaine de la cuisine, la présence de nombreux chefs libanais formés en France, de chefs français ici. En même temps que la résidence des Pins, 160 ambassades de France sur les 5 continents organisent un repas à la française. Une seule consigne, confectionner une seule carte qui valorise la tradition culinaire de l'Hexagone. C'est un marbré de foie gras au mori, donc cuit à basse température. On cuit à 60 degrés pour arriver à 40 degrés à cœur. Donc on l'a agrémenté de mouris qui ont été cuisinés au Porto avant. Et on a monté ça en couche et on a fait une cuisson basse température. Donc là vous avez une gelée au sauterne, donc un vin blanc sucré. Là vous avez un chutney de chou rouge. Alors le chou rouge c'est pas un légume que les gens aiment forcément, moi j'aime pas trop. Mais quand vous le travaillez sous forme de chutney, donc miel, vinaigre, pomme, ça donne un résultat assez sympa et ça se marie très bien avec la terrine. Et des chips de pommes. Donc, si vous voulez goûter, allez-y. J'abîmais votre assiette là. Non, pas de problème. Un avant-goût de ce qui attend Patrice Paoli et ses invités qui commencent à arriver. Pendant que l'ambassadeur revoit une dernière fois le plan de table avec son épouse, l'apéritif est servi. Pâte à choux au comté et jambon d'Auvergne. Inscrit depuis 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le repas à la française est un facteur de rayonnement de la France. Et cette soirée en est le parfait exemple. On va mesurer la qualité à 2 choses, la qualité du menu et des chefs, et puis la qualité des gens qui viennent. Et comme disait le grand œnologue Parker, je cite un œnologue américain, mais il disait « La qualité du vin dépend des gens avec qui on le boit ». Je pense que ce sera pareil pour ces dîners, donc je pense que tout est réuni pour qu'on mange vraiment très très bien. Alors que les convives s'installent dans la grande salle à manger au mobilier art déco, dans les cuisines on s'active fiévreusement. Les dernières touches sont mises avant l'envoi des entrées.
La présentation doit être impeccable. Une fois toutes les assiettes montées, quelques minutes de répit à peine pour le chef et son équipe. Il faut déjà préparer le plat principal. On aura un petit mignon de veau farci, un petit pruneau farci ricotta. Vous avez un blinis de pommes de terre et de châtaigne, asperges. Et un petit jus de veau court. Commence alors un deuxième balai d'assiettes tout aussi bien garni qui défile sous le regard attentif de Sébastien. Vient ensuite l'incontournable plateau de fromage comme le veut la tradition française. À suivre, on aura une assiette de fromage, donc avec 3 fromages, qui représentera un peu les quelques régions de France. Donc on aura du camembert, on aura une fonte d'Ambert et on aura un Sainte-Maure de Touraine, qui est ma région natale. Voilà, donc c'est du chèvre. Et on va finir sur une assiette tout chocolat, avec 5 chocolats travaillés différemment, beignets, fondant, une sauce au chocolat épicé, on aura un petit croustillant et on aura un sorbet maison. Pendant que le dessert est servi, nous en profitons pour dévancer l'ambassadeur qui doit faire la tournée des établissements qui participent à l'opération Goût de France. Premier arrêt, le Bergerac qui propose une carte du sud-ouest. 7 des meilleures tables de Beyrouth ont répondu présent, du bistrot à la haute cuisine pour des repas accessibles à tous, réalisés à partir de produits du terroir. Nous représentons quand même un peu la gastronomie française au Liban. Nous avons rapporté des saveurs de France. C'est un restaurant français. Je pense que ça allait tout de suite automatiquement et normalement dans la lignée de cet événement qui encourage et qui met la gastronomie française en avant. Quelques minutes plus tard, le convoi diplomatique redémarre. Direction le Burgundy, une parcelle de Bourgogne au cœur de Saïfi. C'est un accueil chaleureux et familier qui attend l'ambassadeur à chaque escale culinaire. Détour ensuite par Villa Clara dans le quartier de Malm Khayel. Patrice Paoli y rejoint des membres du personnel de l'ambassade qui dégustent un bria savarin aux truffes syriennes. Je définirais ma cuisine comme la cuisine d'un chef français établi au Liban depuis 15 ans. Donc c'est pas vraiment de la cuisine française, c'est pas de la cuisine libanaise, mais disons que c'est vraiment un chef français qui vient avec ses techniques et qui s'adapte avec les produits qu'on trouve ici. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de faire notre charcuterie nous-mêmes, on élève des cochons, on a un potager, donc c'est plutôt cette approche de la cuisine. Ultime étape de cette virée gastronomique, le restaurant Eau de Vie à l'hôtel Phénicia. C'est une ermitage, singé, Et pour clôturer cette soirée, quoi de plus français qu'un verre de cognac, cette eau de vie que l'on appelle la liqueur des dieux. Alors que la fête touche à sa fin, une chose est sûre, les dieux de la gastronomie française étaient eux bien présents ce soir. Beaucoup de sourires, beaucoup de joie. Je crois que le plaisir de manger, de se retrouver, la convivialité. Et quand je discute avec les différents chefs que j'ai rencontrés, les patrons de restaurants qui ont participé à l'opération, j'aperçois que tout le monde est content, avec encore ce sens de la fête autour de la nourriture. Voilà, la bonne chair, comme on dit en français. Qu'il faut savoir célébrer quotidiennement, si j'ose dire, et puis une fois l'an, effectivement, faire peut-être un petit peu monter la sauce, pour parler comme les cuisiniers, et célébrer de manière un peu plus éminente, comme ce soir. Donc, entre 1300 et 1500 chefs cuisine qui auront participé à cet exercice dans le monde. Restez sur Futur TV, Code 24 revient juste après la pause. A tout de suite. Nous vous proposons à présent un extrait d'un document exceptionnel, le portrait d'une jeune activiste syrienne qui s'est réfugiée en France pour fuir les persécutions des djihadistes. L'année dernière, Aya El Ali, 26 ans, avait risqué sa vie en filmant en caméra cachée la vie à Raqqa, bastion du groupe État islamique dans le nord de la Syrie.
Ces images exceptionnelles que nous avions diffusées dans Code 24 avaient fait le tour du monde. Les témoignages que l'étudiante avait réussi à recueillir en cachant une caméra dans son sac à main étaient aussi édifiants que rares. Mais la jeune femme a ensuite été reconnue par les combattants islamistes. Elle est désormais menacée de mort. Aya a dû fuir la Syrie via la Turquie pour rejoindre l'Europe. La jeune Syrienne vit aujourd'hui réfugiée en France. Les journalistes de France 24, Claire Billet et Eliana Saleh, l'ont accompagnée dans son quotidien difficile à Paris. Dans ce document exceptionnel, Aya revient sur son histoire et nous raconte sa solitude en exil dans un pays dont elle ne maîtrise ni la langue ni les codes. Maintenant, on a la possibilité d'oublier, de s'éloigner. Oublier quoi? Plein de choses. Comme quoi? Daesh, ils t'ont torturé comment? Je ne me rappelle plus. Je me souviens juste des 2 premières heures. Électrocution? Oui. T'as perdu conscience? Ça a duré 8 heures. Quand j'ai essayé de me relever, c'est dur. Mais le plus dur, c'est quand tu sais qu'un proche se fait torturer. Parce que tu sais pas s'il va supporter la douleur. La guerre transforme les gens en bourreaux et je ne veux pas en devenir un. On arrête maintenant. On arrête. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça, ça suffit. Mais pour résumer, il y a une opportunité pour oublier. Tu ne peux pas oublier ça. Arrête, Aya, ça suffit. Je me rappelle de notre manif pour protéger l'église. La voiture de Daesh était juste à côté de nous et moi je les provoquais. هون هي المدينة الوحيدة اللي بالعالم اللي فيها الأمور جنب بعض ما في بيناتهم On était enthousiastes et inconscients. Et Daesh filmait tout ça. Il nous fixait comme s'il voulait nous dire « Allez-y, manifestez, mais on vous attrapera après ». C'est exactement ce qui s'est passé parce que juste après cette manif, nos amis ont commencé à disparaître. 2 amis ont été emprisonnés, Mohenna Tabahibna a été tué et 2 autres ont disparu. صار له شهر عند هدول الجبهة يفكرون حالهم إسلاميين. بابا كان هو الحجر أمن العسكري وهم وين كانوا؟ بدي يطالعوا لي أبوي، إحنا جايين لهون مشان يطالعوا بابا. بابا صار له شهر عندهم، أنا مشتاقت له كثير من شهر ما شفته. إحنا ما نقبل الإسلام ظالم، الإسلام حياته ما كان ظالم. أنتم متأسلمين، ما لكم دخل بالإسلام. إحنا مسلمين، كلياتنا مسلمين. الله أكبر. من جيتك يا ماما استنجد صغريني. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce document exceptionnel de 26 minutes sur le site web de France 24, www.france24.com. Dix mois après avoir été renversée par un coup d'État, l'ancienne première ministre Yingluck Shinawatra, seule femme à avoir jamais occupé ce poste en Thaïlande, vient d'être interdite de politique pour 5 ans. Elle est passible de 10 ans de réclusion pour corruption, dans ce qui ressemble de plus en plus au règlement de compte final entre l'élite thaïlandaise alliée à l'armée et le clan Shinawatra mené par Thaksin, son grand frère,
lui-même déposé en 2006 et contraint à l'exil. Les Shinawatra ont fourni 5 premiers ministres à la Thaïlande, une série de gouvernements élus haut la main depuis 2001, tous renversés par la force. La loi du talion contre la famille de Yingluck Shinawatra pourrait en faire une icône pro-démocratique dans un pays où la plus grande partie de la population rejette silencieusement pour l'instant la junte militaire. Regardons ce sujet, signé Cyril Payen. La librairie du peuple vient d'être autorisée à rouvrir 9 mois après le coup d'État en Thaïlande. Fondée par M. Kampou il y a 10 ans, c'est une officine de propagande des chemises rouges, tout à la gloire de la famille Shinawatra. Mon premier contact avec cette famille, c'est le jour où j'ai rencontré Thaksin. Comment vous dire, j'ai immédiatement senti que cet homme avait une vraie vision pour le pays. J'ai compris que sa volonté était d'élever la Thaïlande, d'améliorer nos vies, de tout faire pour mettre notre pays au premier rang. La famille Shinawatra et leurs alliés ont gagné toutes les élections depuis 15 ans. Ils ont fourni 5 premiers ministres au pays. Yingluck, dernière en date, a été renversée puis interdite de politique pour 5 ans. Elle risque aujourd'hui 10 ans de prison. Ce que tout cela signifie, c'est tout simplement une volonté d'éradication des Shinawatra de la vie politique. Une éradication de notre parti, le Pheu Thai, une éradication du mouvement des chemises rouges. Ils veulent totalement nous rayer de la carte, vous comprenez? Une implacable loi du talion. Mais dans les quartiers populaires du pays, une majorité silencieuse a encore et toujours en tête le souvenir de son champion, Thaksin Shinawatra. Je ne sais pas si Thaksin peut rentrer au pays dans le contexte actuel. Je pense sincèrement qu'il veut revenir pour se défendre. Mais c'est vrai que nous aurions besoin d'un miracle pour que cela arrive. Malgré la loi martiale, la Thaïlande est toujours plus divisée que jamais. Le quartier de M. Chang est à l'image du pays, une nation de frères ennemis qui vivent ensemble, mais dos à dos. Et cela fait longtemps que lui et Ai, une voisine et amie d'enfance, ne s'adressent guère plus la parole. Chacun s'occupe de ses propres affaires dans le quartier, mais c'est vrai que parfois, c'est tendu entre nous. Nous avons souvent des positions radicalement différentes. Voici l'un des rares électrons libres de la politique thaïlandaise. Ancien roi des bordels de Bangkok, reconverti en député anti-corruption, Chuvit Kamolvisit dit haut et fort ce que la plupart osent à peine penser. Thaksin is a ghost, you know? Thaksin est un fantôme. Et comment est-il devenu un fantôme? Il a tout eu, le succès, l'argent, le pouvoir. Alors les gens ont commencé à avoir peur de lui, à avoir peur de sa réussite, qu'on ne puisse plus l'arrêter. Quant à Yingluck, si elle joue finement, elle peut devenir une Aung San Suu Kyi thaïlandaise. Pourquoi pas? Si elle s'engage pour la démocratie, si elle combat les dictateurs. Quel avenir pour le pays après une décennie de troubles politiques? Les pros et les anti-Thaksin sauront-ils se tendre la main, se réconcilier? Le chemin semble encore long. La cause de tous nos ennuis, c'est Thaksin. Il a eu la prétention de tout changer ici, il a échoué, mais il ne renonce jamais, il n'abandonne pas. C'est son caractère qui a mis le feu aux poudres dans ce pays. Mais non, ce n'est pas Thaksin le problème. Le problème, c'est le système, la corruption. Là, je suis d'accord avec toi. Les politiciens s'enrichissent et nous payons toujours au prix fort. Après 9 mois au pouvoir, la junte militaire portée par l'élite tentant bien d'en finir avec le clan conquérant des Shinawatra. Reste à savoir, avec le temps, quelle sera la réaction du peuple thaïlandais. La Cour suprême de Thaïlande a confirmé le 19 mars dernier la mise en examen de Yingluck Shinawatra qui sera jugée pour négligence et a fixé le procès au 19 mai. Elle risque 10 ans de prison dans une affaire de corruption relative au programme de subvention du riz mis en place pendant son mandat. Une subvention nécessaire, selon l'ancienne première ministre, pour aider les agriculteurs. Toutefois, bien que populaire dans les bastions ruraux des Shinawatra, ce programme s'est révélé économiquement désastreux et a laissé au pays des stocks massifs de riz invendus. Restez sur Futur TV, on se retrouve après ceci.
Depuis plusieurs années, Boko Haram sème la terreur au Nigeria et la secte islamiste a étendu sa zone d'action au Cameroun, au Niger, mais aussi au Tchad. La menace bien réelle est prise très au sérieux par les autorités tchadiennes et bouleverse déjà la vie quotidienne de la population. Le 17 janvier, le Tchad est donc entré en guerre contre Boko Haram. Engagés au Cameroun et au Nigeria, les militaires tchadiens sont également stationnés à Bosso, au Niger, où ils prêtent main forte à l'armée nationale. C'est par cette région sud du Niger, aux confins du lac Tchad, que Boko Haram a attaqué le pays pour la première fois début février. Les reporters de France 24, Willy Bracciano et Adèle Gastel, ont suivi les forces de sécurité tchadiennes dans leur combat contre les islamistes. Vu du ciel, Gouboua porte encore les stigmates de la violente attaque de Boko Haram. Les 2/3 du village ont été incendiés dans la nuit. Officiellement, c'est la première fois que la secte islamique s'attaque directement au Tchad sur son propre sol. Dépêché en catastrophe par Djamena, le gouverneur de la région du lac a encore du mal à y croire. Ça, c'est des individus, certainement originaires d'ici, qui connaissent bien le coin, qui se sont infiltrés pour venir commettre cet acte. Oui, c'est la première fois, parce qu'on n'a jamais connu ce cas. Mais on s'attendait qu'un jour ou l'autre, ils allaient effectivement monter un coup médiatique quelque part. Les dégâts sont impressionnants. Même les animaux ont été pris au piège par le feu. Les djihadistes sont arrivés dans la nuit, surprenant les villageois dans leur sommeil. Ces familles ont tout perdu. Comme beaucoup d'autres, elles ont décidé de quitter le village. On ne peut pas rester dans cet endroit. Ici, 3 personnes ont été tuées. Il faut qu'on parte ailleurs. Vous les avez vus? Oui, on les a vus. Ils étaient sur des motos. Une attaque qui sonne comme des représailles à l'heure où l'armée tchadienne est engagée contre Boko Haram. Elle est désormais en alerte maximale. À 400 km plus au sud, Djamena, la capitale, est également sous haute surveillance. Ça, c'est l'un de nos postes de surveillance. Au milieu du fleuve? Oui, sur l'île. Nous sommes sur le fleuve Chari avec la brigade fluviale entre le Tchad et le Cameroun. Sa mission, contrôler les voies navigables. Ces policiers viennent de repérer une pirogue suspecte. Depuis Boko Haram, toute navigation est interdite sur ce bras du fleuve, car les Tchadiens redoutent des attentats sur leur sol. Hé toi, le gars, on t'a dit que c'était interdit de traverser? Je le jure, moi je ne savais pas que c'était interdit, je ne savais pas. Allez, lève-toi. Vérifiez le contenu de la pirogue. L'homme jure être un pêcheur tchadien. Voilà. On ne peut pas le croire sur parole. À l'œil nu, on ne peut pas savoir que c'est un suspect. C'est après les enquêtes qu'on saura si il travaille pour Boko Haram ou non. Les policiers ne veulent prendre aucun risque. Il est donc conduit au poste le plus proche pour un interrogatoire. Il a son téléphone, vous vérifiez. On vous laisse la pirogue. Vérifiez est-ce qu'il est vraiment de la localité d'ici. Hein? Et puis vous rendez compte après. La pirogue même c'est à votre disposition. Ah. Ok. L'enquête révélera que l'homme n'avait pas menti sur son identité. Il sera relâché. S'appuyant sur les informations de leurs confrères camerounais et sur leur réseau d'informateurs, les policiers continuent leur traque. Que les frontières soient terrestres ou maritimes, les forces de sécurité sont sur le qui-vive. La menace peut aussi surgir de l'autre côté de ce pont, le pont de Guéli, l'artère principale reliant le Cameroun à Djamena. Contrôle renforcé depuis 6 mois. De mémoire de Tchadiens, on n'avait jamais vu ça. Les contrôles sont trop stricts, on dépense en plus pour notre marchandise. Avant, il n'y avait pas d'intermédiaires sur le pont. Les intermédiaires, ce sont ces porteurs. Ils aident à traverser le pont avec la marchandise, puis elle est passée au peigne fin.
Des agents de police, de douane, mais également de gendarmerie ont été déployés en renfort. C'est des produits vivriers et puis si on ne fait pas attention, les gens peuvent, n'est-ce pas, dissimuler des bombes, soit des armes pour les assimiler, n'est-ce pas, aux éléments de Boko Haram de l'autre côté. Le fait que dans le passé, nous avons eu à intercepter des armes. Des armes en provenance du sud de la Libye, foyer d'instabilité. La raison de ce tour de vis sécuritaire, c'est donc bien la menace djihadiste. Le Tchad est un pays enclavé, entouré de voisins qui peinent à assurer leur propre sécurité. Le problème, c'est que ces passages frontaliers sont aussi des artères commerciales vitales pour l'économie du pays. Voilà où transite la majeure partie des camions venant du Cameroun et du Nigeria dans cette zone logistique sous douane. Ici, on charge et décharge des produits alimentaires et des matériaux de construction. Presque tous les chauffeurs sont camerounais et tchadiens. Les Nigérians, eux, sont absents depuis l'avancée de Boko Haram. Ils ont tous fait 200 km de plus en passant par l'ouest du Tchad pour arriver ici. Car l'axe principal passant par Maroua au Cameroun est sous la menace permanente de la milice islamiste. Roger est un habitué de cette route depuis 3 ans. Mais il ne veut pas mettre sa vie en danger, surtout pour 50 000 francs CFA, moins de 80 € par mois. Par Maroua, bon, la route là-bas c'est un peu trop difficile avec des tracasseries et tout. Bon, là, le patron nous interdit de passer par là, parce que lorsqu'on passe par là, il y a trop de tracasseries et tout. On préfère passer plutôt par Touporo là-bas, puisque là-bas la route encore est plus bien. Arrivé à Djamena il y a une semaine, après 4 jours de voyage au lieu de 3, ce jeune père de famille ne désespère pas reprendre un jour la route directe, surtout avec la présence renforcée de militaires camerounais et tchadiens dans la région. En attendant, cette paralysie des axes commerciaux a des conséquences sur le coût de la vie. Les prix de certains produits ont flambé à Djamena. Samedi ordinaire dans les rues du grand marché central de la capitale. Entre 2 vendeurs de chaussures, Ahmed tient son magasin d'alimentation. Ici, on vient surtout pour le henné du Nigeria, un produit cosmétique réservé à une clientèle aisée. Depuis 3 mois, ce commerçant est à court de stock. Il ne peut plus se ravitailler depuis Maïdougouri au Nigeria. Ce sac coûtait 5 000. Aujourd'hui, il vaut le double. Il n'y a plus de route, c'est devenu très difficile. Ça fait 1, 2, 3 mois qu'on n'a plus cette marchandise. On est fatigué de cette situation. Une situation qui se généralise à l'ensemble des marchés de la ville. Les commerçants se tournent vers les pays du Golfe et la Chine pour satisfaire les clients. Le panier de la ménagère est moins garni qu'avant. Les Tchadiens espèrent vite retrouver leurs habitudes de consommation. Notre président a envoyé les gens pour combattre aussi. C'est pour faire ça, c'est pour lutter contre ça. Comme ça, on aura un peu, la route va un peu être libre pour qu'on amène les choses, pour un peu satisfaire les besoins au ménage, quoi. Le Tchad risque l'asphyxie économique si la guerre contre Boko Haram dure trop longtemps. Mais il n'acceptera pas pour autant une nouvelle attaque sur son sol. Ah, il n'a pas de carte de séjour? Ah, c'est un quoi? C'est un étranger. Il est de Niger. Ah. Il n'a pas de carte de séjour. Depuis la mi-janvier, la police, la gendarmerie et la garde nationale font des descentes dans les quartiers à forte concentration d'étrangers pour savoir qui est qui dans le pays. Fini la tolérance. Désormais, tous les résidents doivent avoir leurs papiers en règle. Vous n'êtes pas en règle? On va vous amener là-bas à la commission et puis après ça, ils vont examiner votre cas. Il n'y a pas de problème. Tu peux monter avec nous? Il ne fait pas bon d'être un sans-papier en ce moment au Tchad. Depuis Boko Haram, tout le monde est suspect. Ce matin-là, les hommes du commandant Cordé vont interpeller une centaine de personnes. Ceux qui n'auront pas été confiés à leur représentation diplomatique vont se retrouver ici, à Klessim, dans un camp de la gendarmerie, à 15 km de Djamena, où les forces de l'ordre procèdent à des vérifications plus poussées des identités.
Et pour un étranger qui devrait en principe venir au Tchad travailler, il doit avoir une autorisation de l'ONAP, l'Office national de la promotion de l'emploi. Donc s'ils sont là, c'est pour voir réellement la régularité de leur séjour ici au Tchad. Plus de 250 personnes de nationalités différentes sont retenues ici. Ces Nigérians ne comprennent pas leur arrestation. On leur a montré nos passeports, on leur a montré nos cartes consulaires que nous avons obtenues de l'ambassade du Nigeria à Djamena. Quand ils sont arrivés, ils nous ont dit de les suivre. Nous ne sommes pas des criminels, nous n'avons rien fait. Quand vous venez d'un autre pays, vous devez avoir une carte de séjour. Mais je l'ai. La carte de séjour. Non, ce n'est pas la carte consulaire, c'est différent de la carte consulaire. Ces Nigérians vivent au Tchad depuis 5 ans pour l'un, 9 ans pour l'autre. Si leur ambassade ne clarifie pas leur situation, ils risquent l'expulsion. Vous connaissez tous l'hospitalité tchadienne, donc il y avait un peu la souplesse au niveau des services de l'ordre. Sinon, en 9 ans, une personne ne peut pas résider dans un pays sans carte de séjour. Mais cette fois-ci, la situation de Boko Haram nous pousse à un peu être rigoureux, quoi. Terminée donc la souplesse tchadienne. Les citoyens eux-mêmes l'ont bien compris. Les files d'attente ne désemplissent pas devant les locaux de la direction de l'identité civile. Tout le monde veut sa carte d'identité. Pour certains, c'est un parcours du combattant. C'est le cas de Dominique, ce jeune bachelier. Pour partir étudier à l'étranger, il a besoin d'un passeport, mais il lui faut d'abord sa carte d'identité. Et le contrôle de ses pièces lui réserve quelques surprises. C'est un faux acte de naissance. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Oui, expliquez-vous. C'est ma mère qui l'a fait. Voilà, elle a demandé à votre mère que cette ville de N'Djamena n'existait pas depuis 1998. Tout est informatisé depuis 1994. Donc ça, c'est un faux acte de naissance. Et je vais vous le confirmer. Dominique devra donc passer par la justice pour qu'elle atteste de sa nationalité tchadienne. Bien sûr, il y a une urgence puisque dans le quartier, la police contrôle tout le temps les pièces d'identité. Puisque au Nigeria voisin, il y a une guerre contre un groupe terroriste. Donc, pour ne pas que la police vous prenne pendant les parties, il faudrait avoir une carte nationale, quoi. Pourtant, la guerre du Tchad contre Boko Haram ne s'arrête pas à ses frontières. Notre prochaine destination, c'est Bosso, au Niger, où les soldats tchadiens prêtent main forte à l'armée nationale. C'est ici que Boko Haram a attaqué le Niger pour la première fois, début février. C'était un vrai carnage quand ils sont venus. C'est des drogués, il y en a qui sont morts même avec leurs explosifs sur eux, sans que ça n'explose. Depuis, les combattants de Boko Haram se cachent en face, à 600 mètres, au Nigeria, à Malam Fatori. Observés scrupuleusement par les Tchadiens et les Nigériens lourdement armés. Le comité d'accueil est impressionnant. Nous sommes capables de les affronter et de les exterminer. Vous n'avez pas peur? Pas du tout, nous n'avons pas peur. La peur ne fait pas partie de nos habitudes. Devenu le gendarme régional, l'armée tchadienne est déterminée. Pas question de laisser Boko Haram regagner du terrain ici au Niger et dans la région, et surtout pas sur son propre territoire. Alors que l'étau se resserre autour de son leader, Boko Haram a opté pour une nouvelle stratégie de communication. Elle se sert de plus en plus des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour faire sa propagande. Les vidéos de Boko Haram sont désormais en haute définition et leur logo semble avoir été retouché par des logiciels d'effets spéciaux et d'animation graphique. De plus, le groupe islamiste nigérian s'est également doté d'une branche média intitulée Al-Urwa Al-Wuthqa, lance la plus solide. Restez sur Futur TV, on se retrouve juste après la pause. Ce soir dans Code 24, cap sur Chamonix où se trouve un train unique au monde,
le Petit Train Rouge. Il relie la vallée à la mer de glace, un glacier alpin qui fascine les voyageurs depuis le XVIe siècle, avec un sommet culminant à 2140 mètres. À l'origine, c'est à dos de mulet ou en chaise à porteur que ces kilomètres de sentiers de montagne étaient parcourus. À la fin du 19e siècle, l'idée d'un train fait son chemin. Nous sommes en plein avènement du chemin de fer. Les travaux sont lancés en 1906. 3 ans plus tard, la ligne est inaugurée. Un train à vapeur relie désormais Chamonix à la mer de glace. C'est le début du tourisme en montagne. Aujourd'hui, c'est une ligne de chemin de fer à crémaillère, un système mécanique qui permet de grimper les 1000 mètres de dénivelé en une vingtaine de minutes. Chargée d'histoire, elle transporte encore plus de 4000 voyageurs par jour. Le train du Montanvert, c'est le petit train rouge qui monte dans la montagne à Chamonix-Mont-Blanc. La grotte, ça permet d'aller voir l'intérieur du glacier. On se trouve dans le glacier. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller dans un glacier, tomber dans une crevasse. C'est moins bien. Dès le 19e siècle, Chamonix attire les touristes. À l'origine, il montait à la mer de glace à dos de mulet. Puis vint le petit train, 100 ans d'histoire, dont Philippe est la mémoire. Je suis arrivé à 4 ans à Chamonix, où mon père a pris la direction des trains crémaillères. Je descendais tous les jours voir cet atelier et tous les anciens qui bossaient sur les trains. En France, les lignes de chemin de fer à crémaillère sont rares. Ici, chaque rame est entretenue comme un trésor. On les bichonne tous les jours, ces trains sont nettoyés. On regarde la mécanique, toutes les pièces sont démontées, graissées et ensuite remis à son emplacement. Je roule aussi, je suis conducteur, mais je suis plus souvent à l'atelier au tournage, fraisage de toutes les pièces qu'on réalise pour les trains. Tous les matins, les machines sont préparées pour grimper les 1000 mètres de dénivelé du parcours et pour acheminer les 4000 voyageurs quotidiens. Gare de Chamonix pour la 42. Ce train à crémaillère est unique au monde. Son châssis a été entièrement conçu dans la région. Il a été, pour ainsi dire, construit sur mesure. Là, on part pour le Montanvert et notre vitesse maximale est de 20 km/h. Grâce à son système de roues crantées, la crémaillère hisse le train le long d'une pente à 22% sur plus de 5 km. Ce train a 110 ans. De 1908 à 1954, le train fonctionnerait grâce aux machines à vapeur. Et en 1954, l'électrification du train où arrivent les premières machines. On est connu dans le monde entier. Et chaque année, les gens reviennent le voir avec leurs petits-enfants, leur expliquer à l'époque qu'eux l'ont pris quand il y avait la vapeur. C'est le patrimoine de la vallée. Dans le train qui arrive au sommet du Montanvert, le guide est glaciologue Luc Moreau. C'est un habitué de la mer de glace qu'il observe depuis des années comme une matière vivante. Ce glacier, c'est la mer de glace, le plus grand glacier français. C'est un vrai glacier laboratoire où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce glacier, qui mesurent la variation de volume, de longueur, la fonte en été, l'épaisseur de neige qui tombe en hiver. La mer de glace a toujours fasciné les chercheurs. On dit même que ce sont les Anglais qui l'ont nommé ainsi au XVIIIe siècle, en s'imaginant un lac gelé. Les scientifiques ont été les premiers à vouloir grimper les sommets pour avoir des points de vue, faire de la topographie, mesurer, faire des cartes et à embaucher les gens du pays qui sont devenus les guides des scientifiques aussi, des naturalistes on les appelait à l'époque, des curieux quoi. En contrebas, des grottes permettent de pénétrer sous le glacier
et de remonter le temps. Comme nos glaciers aujourd'hui dans les Alpes diminuent, les grottes disparaissent. Pourtant, c'est un lieu, c'est un patrimoine très intéressant parce que on peut y voir la glace pure du glacier. C'est de la glace qui a 200 ans. Ça veut dire que dans les petites bulles d'air que l'on voit dans les strates ici, il y a de l'air qui a 2 siècles. De l'air que peut-être a respiré Jacques Balmat, la première ascension du Mont Blanc, le 8 août 1786. Cette mémoire est littéralement en train de fondre sous l'effet du réchauffement climatique. Mais pour le glaciologue, rien de nouveau sous le soleil. Ce glacier aujourd'hui est en train de diminuer en volume, comme quasiment tous les glaciers du monde, surtout depuis 25 ans parce qu'on a des étés chauds. Dans les années 60, le glacier diminuait parce qu'on avait moins de neige en hiver. Et aujourd'hui, on reprend l'état du Moyen-Âge. Donc au Moyen-Âge, il était comme aujourd'hui, c'était complètement naturel. Aujourd'hui, c'est moins complètement naturel. Ces glaciers, de toute façon, c'est quasiment impossible à préserver. C'est un patrimoine qui évolue en fonction des variations du climat et donc forcément de la neige qui tombe en haut. Et là, pour faire tomber un peu plus de neige l'hiver, là, il n'y a plus qu'à prier, quoi. Comment lutter contre le sentiment d'exclusion que ressentent les jeunes de certains quartiers des villes de France? Comment faire partager les valeurs et l'idée de solidarité qui sont censées être au cœur de la République? À Toulouse et à Bordeaux, des associations locales travaillent à renouer le lien entre jeunesse et République à travers la pratique du sport et notamment du rugby. Le rugby comme facteur d'intégration et de confiance en soi, c'est un sujet signé Christopher Bockman, Perrine Mislang. Ces jeunes d'une douzaine d'années sont en classe, mais la leçon du jour n'est ni l'histoire ni les maths, c'est le rugby, ou pour être plus précis, les valeurs de ce sport. Ces élèves sont sortis du système scolaire traditionnel et ont été placés dans un centre spécialisé pour enfants en difficulté. Souvent issus de foyers brisés, sans repères, ils s'expriment par la violence et la colère. Sans une surveillance étroite, leur avenir est sans issue, parfois tourné vers la délinquance. Le rugby peut leur donner une structure et des valeurs. Quand on plaque, si on aide son adversaire à se relever, c'est fair play. Il y a à la fois la recherche de la performance, mais aussi le fair play, le jeu avec l'autre, le jeu contre l'autre et un sport de contact. Le rugby, justement, apprend à aller au contact physique sans qu'il y ait de la violence. Les poignets d'abord. Allez. Après la théorie, la réalité du terrain. Mais ce n'est pas si facile d'apprendre à ses enfants à jouer un sport rude et combatif sans dépasser les limites. Travailleurs sociaux et entraîneurs pensent que le rugby apporte davantage d'effets psychologiques que le football et envoie plus de signaux positifs. Le foot est souvent associé à l'argent facile, aux stars, à des comportements égoïstes, à la frime devant les fans et au non-respect de l'arbitre. Le rugby est considéré, lui, plus comme un jeu d'équipe, moins obsédé par l'argent, avec plus de discipline et le respect de l'autorité. Il y a la confrontation qui fait que les jeunes, c'est bien, c'est que les jeunes sont obligés de se réguler, se maîtriser pour pas faire mal à l'autre. Comme en plus vous le voyez là, ils n'ont pas tous le même âge, ils n'ont pas tous le même gabarit. Et forcément, il faut que les plus grands fassent attention aux plus petits si on veut que ça fonctionne. L'idée, c'est pas justement de lui faire mal, c'est de lui permettre de plaquer correctement, l'amener au sol sans lui faire mal. C'est un processus à long terme et le personnel reconnaît qu'il faut être patient. Ici, on tente une expérience différente dans l'un des quartiers les plus pauvres de Toulouse. Ces jeunes filles vivent pour la plupart dans des barres d'immeubles, dans des quartiers de mauvaise réputation comme le Mirail ou Bagatelle. Des territoires où le taux de chômage des jeunes est très élevé avec tous les problèmes que cela engendre. Une association appelée Rebond se sert du rugby pour offrir à ces filles plus de confiance en elles et ainsi surpasser leur complexe d'infériorité, surtout face aux garçons. Nous, on travaille beaucoup sur la valorisation, sur la prise de confiance en soi et sur l'émancipation, qu'ils aient l'impression que c'est possible, à la fois de jouer au rugby, mais à la fois de réussir dans la vie, à la fois de continuer des études, c'est vraiment que ce soit possible. Jouer au rugby sur un terrain entouré de tours, dans un quartier où ce sport n'est pas très plébiscité, peut sembler étrange. Mais tout ceci a du sens, selon les décideurs politiques locaux. C'est un facteur essentiel dans l'intégration et la confiance en soi
Donc vous voyez, quand on est dans le sport, on est dans un cercle vertueux de transmission, d'éducation et de valorisation. Alors que ces filles ont terminé leur séance de tacle, leur estime de soi semble avoir progressé. Les garçons, ils nous disent qu'on est faible, mais on peut ensemble, nous les filles ensemble, on peut réussir. Moi, quand je joue au rugby avec les garçons, ça me plaît pas trop parce que après il y a que les garçons qui jouent et ils font la passe qu'entre eux, mais après quand c'est le rugby avec les filles, ben, c'est mieux. Personne ici ne se fait d'illusions. Les activités sportives ne résoudront pas à elles seules ces difficultés dans ces quartiers, mais c'est une étape. Le couloir aérien au-dessus du terrain est un rappel constant que le plus grand employeur de la ville, Airbus, peut construire des avions pour la moitié du monde, mais les avantages économiques n'ont pas rejailli sur ces quartiers. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée. Bonne soirée.